On commence donc par parler de cette opération turque en Syrie. La France a réuni un conseil de défense. Elle explique qu'il est absolument scandaleux d'avoir abandonné ainsi les Kurdes à la vindicte des Turcs. Mais le problème, c'est qu'on ne peut rien faire de concret. Et on se dit, Stéphane Marchand, qu'il n'y a qu'un seul mot qui convient, c'est impuissance. Oui, enfin, vous savez, les Kurdes, depuis 1920 et peut-être même avant, sont les victimes des jeux entre les grandes puissances. Les Kurdes sont eux-mêmes extraordinairement divisés entre eux. Et par conséquent, à chaque fois que l'on médiatise un crime commis contre les Kurdes, eh bien, entre les Kurdes, il y a des divisions qui sont commises et des crimes qui sont commis aussi entre les Kurdes. Je rappelle ça pour montrer que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Quant aux Turcs, leur offensive est d'une très grande brutalité, en même temps d'une très grande logique et d'une très grande prévisibilité. À chaque fois que la menace existe de voir se constituer une zone tampon aux frontières de la Turquie contrôlée par les Kurdes, eh bien, les Turcs attaquent. C'est systématique, ça ne changera probablement pas à court terme, et la France est incapable seule de faire quelque chose, sauf peut-être en frappant la Turquie au portefeuille de manière sérieuse et en organisant en Europe quelque chose de fort pour bloquer, par exemple, les exportations, les investissements turcs. Mais comme en ce moment la France est dans une position en Europe relativement délicate après l'affaire du rejet de sa commissaire, eh bien le moment n'est pas vraiment très bien choisi. Nicolas Lecossa, on pourrait riposter, entre guillemets, sur un registre économique, ce serait efficace. La France a déjà annoncé qu'elle suspendait ses exportations d'armes en Turquie, mais comme c'est à peu près zéro, ça ne va pas très loin. Oui, ça ne va pas très loin. La France n'a pas les moyens, on le voit. Même l'Europe n'a pas les moyens d'intervenir ou de faire quoi que ce soit. Je fais plus confiance au Sénat américain, d'ailleurs. Le sénateur Lindsey Graham, qui est très actif sur ce point-là, et je pense qu'ils vont prendre des mesures de rétorsion économique, financière à l'égard de la Turquie. Donc là, j'ai plus confiance dans ce sens-là que du point de vue de la France, qui n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Les Turcs sont en position de force, Richard Bouygues. On rappellera qu'il y a plusieurs millions de migrants qui sont derrière la frontière turque. Erdogan disant aux Européens, attention, si vous n'êtes pas gentils avec nous, j'ouvre mes frontières et ils arrivent chez vous. Mais clairement, on a sur ce sujet ce point qui est une faiblesse des Européens d'une manière générale, puisqu'aujourd'hui, comme vous le dites, une partie de la politique vis-à-vis des réfugiés a été déléguée à la Turquie, que par ailleurs la Turquie fait aussi objet d'aide pour la France, puisque sur son territoire, quand elle voit des djihadistes français, il y a avec la France un principe qui est celui de l'extradition. La Turquie rend donc des services aujourd'hui et bien sûr, joue de cette capacité de nuisance dans les relations. Moi, ça m'inspire deux choses très rapidement. D'abord, vous vous rappelez, en mars 2018, le président Macron avait reçu à l'Élysée des responsables de Kurdes de Syrie, parce que déjà à l'époque, la Turquie menaçait d'aller faire la guerre contre les Kurdes, et déjà à l'époque, on parlait de l'impuissance française. Et la deuxième chose que ça m'inspire, c'est qu'aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup, et à juste raison, que cette offensive va probablement libérer des personnes qui sont aujourd'hui emprisonnées, parmi lesquelles se trouvent probablement et des djihadistes, et pourquoi pas des cellules un peu dormantes de Daesh. Mais ce débat, on ne l'a pas accepté, on ne l'a pas posé en France. Voulait-on que ce soit des personnes qui soient emprisonnées et jugées sur place, ou voulait-on qu'à un moment donné, il y ait des personnes qui reviennent, qui soient jugées en France et qui soient à la fois condamnées, bien évidemment, et qui soient emprisonnées dans des prisons dignes de ce nom. Le Kosovo l'a fait. Le Kosovo l'a fait, mais ce n'est pas un gros pays en Europe. Les autres ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, on se pose des questions que finalement, il y a déjà quelques mois, voire quelques années, on se posait déjà, et on en est effectivement à redire l'impuissance de la France seule, sauf une coalition occidentale, même pas une coalition simplement des Européens, mais occidentale, qui inclut bien évidemment les États-Unis. Je ne vois pas comment, à un moment donné, Erdogan s'arrêtera. Et je finirai, oui, les Kurdes sont divisés, et c'est aussi un des jeux du président turc, parce qu'il y a des partis qui ne sont pas le PKK en Turquie, je pense notamment au HDP, un parti démocratique qui a des élus, des députés et des maires qui, depuis 2016, font l'objet d'une purge et d'une vague d'arrestations qui, aujourd'hui, sont dans les prisons. Donc, tout ça complexifie beaucoup la situation et donne des éléments à Erdogan. Les Turcs font des affaires considérables avec le Kurdistan irakien. Il y a énormément d'investissements turcs dans cette zone, par milliards de dollars, et par conséquent, il n'y a pas d'opposition
de fatalité de conflit entre les Turcs et les Kurdes. Voilà, on rappellera que les Kurdes qui sont présents dans plusieurs pays n'ont pas de nation, mais ils ont une très large autonomie en Irak, dans ce Kurdistan irakien dont vous venez de nous parler. Perico Légas, finalement, on découvre les limites là, du multilatéralisme, de la diplomatie, face à des gens qui sont déterminés et brutaux. Eh bien, nous, les Occidentaux, on est faibles. Si on en découvrait que les limites, ça serait bien. Nous sommes... il y a un Roland de 1938, trahison et lâcheté. Quand ils ont donné leur vie à notre place contre Daesh, on était évidemment tous pour le Kurdistan et pour les Kurdes, à leur promettre des institutions et une nation. Aujourd'hui, on les abandonne, comme il nous est arrivé dans l'histoire d'abandonner des populations. Il y a 2 leçons à tirer. Pardon, quand vous dites 1938, c'est quoi? C'est les accords de Munich, oui. En fait, on s'écrase. Mais que ce soit la préfecture de police, on s'écrase. On est dans un système de lâcheté institutionnelle, on a peur de stigmatiser, on a peur de provoquer, on a peur de faire peur, donc on ne fait rien et on se laisse massacrer. Voilà, parce que je pense que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pense qu'entre Zaratora et Charlie Hebdo, on aurait pu penser la chose différemment et ne pas accepter certaines choses avec de la tolérance zéro comme ça existe. Pour le Kurdistan, la même chose. Il y avait des seuils que la Turquie ne pouvait pas franchir. Je constate 2 choses. Alors on incrimine la France, on est quand même allé au Mali pour moins que ça. Mais c'est vrai que le Mali, on avait des racines et c'est un peu moins loin. On a eu besoin d'aviation américaine pour y aller. Le Kurdistan, n'en parlons pas. Dieu sait si on s'est dévoué pour le Kurdistan, Madame Mitterrand, Bernard Kouchner. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je constate seulement que nous payons très cher la facture d'une mesure absolument crétine et insupportable, qui est le rejet de la Russie de M. Poutine par M. Fabius et M. Hollande. Nos alliés, dans ce cas-là, ce sont eux. Ce n'est pas M. Trump, ce n'est pas les États-Unis qui sont ravis que l'Europe se délite. Et je pense que s'ils pouvaient transporter les djihadistes en Europe pour qu'il y ait un peu plus de conflits, ça serait très bien. Je mesure mes mots, mais je sens que cet homme a envie de disloquer l'Europe. Nous avions un allié historique, c'est la Russie, n'est-ce pas ? En 1940 et 1944, ni De Gaulle ni Churchill n'étaient staliniens. Et la Russie soviétique était... La Russie et donc Bachar el-Assad. Donc finalement, tout ça, pour ça, on a dégommé le système qui est une dictature épouvantable, et on est aujourd'hui content que ce soit les Syriens de Bachar el-Assad, avec l'accord des Russes, qui viennent faire notre boulot pour protéger les Kurdes, alors qu'on s'écrase devant la Turquie, qui nous menace d'ouvrir ses frontières, non seulement aux migrants qui sont par millions, mais éventuellement la menace, ce sont les djihadistes. Donc on est dans une capitulation totale, une humiliation totale, et c'est la honte pour l'Occident et l'Europe. Je vous donne le point de vue de nos internautes. Vous êtes très majoritaires, ce n'est pas une surprise à trouver que la France est impuissante face à l'offensive turque contre les Kurdes. 84% de ceux qui sont en train de nous suivre et qui votent sur Twitter s'expriment dans ce sens. Si je nous dis il faut espérer que la Turquie et la Syrie vont trouver un accord, pour l'instant c'est plutôt l'affrontement qui semble se préciser. Philippe, la question qui se pose est plutôt quels intérêts avons-nous à soutenir les Kurdes? Peut-être qu'ils contrôlaient les djihadistes qui sont sinon susceptibles de revenir en France. Et puis Nicole, j'espère qu'avec ce qui se passe avec la Turquie, on va arrêter les discussions d'entrée dans l'Union européenne. Parce que c'est vrai que la Turquie, en principe, c'est un de nos alliés. D'abord, la procédure d'admission dans l'Union européenne n'est toujours pas arrêtée. Et puis, rappelons-le, les Turcs, ils sont membres de l'OTAN, comme nous. Est-ce qu'ils peuvent y rester très longtemps? C'est pas sûr. En tout cas, c'est le point de vue de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. La Turquie est membre de l'OTAN. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une alliance dans laquelle un des alliés, la Turquie, prend des décisions qui sont objectivement contraires à nos intérêts fondamentaux de sécurité? Ça pose une question grave aussi sur le fonctionnement des alliances et sur les choix qui ont été faits en matière militaire et stratégique par les États-Unis. Donc moi, je n'en tire qu'une seule conclusion. Il est temps que l'Union européenne, comme le président de la République le propose depuis maintenant plus de 2 ans, soit militairement la plus indépendante possible. Stéphane Marchand, vous avez été le correspondant du Figaro aux États-Unis. C'est vrai que c'est l'Amérique qui a voulu que la Turquie soit dans l'OTAN et qu'elle y soit toujours? Il a toujours été considéré comme très important que la Turquie ne se fonde pas dans un ensemble islamo-turc vers l'Est. Et par conséquent, toutes les tentatives ont été plutôt de la ramener vers l'Ouest, soit en la mettant dans l'OTAN, soit en la mettant dans l'Union européenne, un projet qui est maintenant, ou les deux, si c'était possible. Voilà, maintenant, on sent bien que la Turquie est un pays extraordinairement puissant. C'est une civilisation qui est souvent pas suffisamment prise au sérieux. Elle a des intérêts, elle estime les défendre.
Et voilà, et les intérêts turcs en attaquant au Kurdistan ressemblent, toutes choses comparables, aux intérêts de la France qui ne veut pas que les djihadistes rentrent. Ce sont des intérêts de même nature, considérés comme essentiels, vécus comme essentiels, pratiqués comme essentiels. À mon avis, il faut prendre la Turquie plus au sérieux. Quelques commentaires d'internautes. Babino qui déplore le manque de prise de position forte de Macron. Et puis Johnny qui réagit sur YouTube pour nous dire qu'il faut rappeler que les Kurdes ont combattu Daesh quand nous avions peur d'aller sur le terrain. Quel échec pour l'Europe. Parce que là, je disais ma phrase tout à l'heure, la France, d'accord, mais ce n'est pas la France. Là, c'est la première puissance mondiale qu'est l'Union européenne. Comment se fait-il qu'en 2019, avec tout ce qu'on nous a promis, tout ce qu'on nous a vanté, il n'y ait pas une puissance militaire européenne de circonstance, c'est pas la peine qu'elle soit permanente, mais qu'on puisse dire, Madame Merkel, quand même, il y a quand même 5-6 puissances, et même les Anglais y seraient allés, malgré le Brexit, pour aller soutenir les Kurdes. On n'est même pas capable de ça. L'Europe, elle est morte ce soir. Et personne ne veut de puissance militaire en Europe. Personne. Non, mais assumons à ce moment-là. Mais alors, pourquoi faire des communiqués à l'Élysée avec Mme Merkel et M. Macron qui disent c'est intenable, c'est insupportable, ça va être insoutenable, s'ils n'ont pas les moyens, c'est quoi encore des mots? C'est une destruction de l'Europe supplémentaire. Ou ils ne disent rien. Ils disent voilà, on n'est pas fait pour ça. Mais l'Union européenne, elle devait bien intervenir au nom de la démocratie et des valeurs européennes sur justement un terrain qui est proche d'elle. Et là, il y a une démission qui est absolument scandaleuse pour l'opinion. C'est la faute de l'Europe aussi parce qu'on a promis à la Turquie pendant des années d'adhérer à l'Union européenne. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu une Turquie avant Erdogan. Ouais. Ce n'est pas seulement la Turquie d'Erdogan. Et la Turquie a fait beaucoup de choses pour essayer d'y rentrer, d'ailleurs. Exactement, elle a fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts démocratiques. C'est un pays où les militaires sont intervenus, mais ils sont partis, ils ont laissé la démocratie en place. C'est un pays qui était laïque, ce n'était pas le pays d'Erdogan d'aujourd'hui. Et c'est aussi la faute de l'Europe d'avoir abandonné la Turquie. Je me souviens qu'on nous expliquait que M. Erdogan, ceux qui avaient des doutes sur lui quand il a été élu, était un islamiste modéré, qu'il ne fallait pas se méfier, au contraire, qu'il allait faciliter les rapports entre l'Europe. On voit la facture aujourd'hui de ce mensonge et de cette illusion. Dans cette période de grande tension, il y a un événement peut-être anecdotique, mais en tout cas avec une symbolique forte. C'est un match de football qui doit avoir lieu ce soir en France entre l'équipe nationale française et l'équipe turque. Il faut savoir que quand les Turcs jouent au football, ils sont dans une démarche très patriotique, ils saluent le drapeau. Il peut aussi y avoir des tensions de sécurité ce soir. Certains, comme Éric Ciotti, demandent la suspension de ce match. Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes était ce matin sur LCI. Ce match, je le dis, ne peut pas avoir lieu dans ces conditions ou dans un contexte de menace, d'inquiétude, de provocation. Il faut suspendre, en tout cas, il ne faut pas qu'il ait lieu ce soir. Moi, je demande solennellement, pour des raisons de sécurité, d'annuler ce match. Ce match peut porter en lui des dangers, des menaces en matière de sécurité. Donc ce soir, le match ne peut pas avoir lieu pour des questions de sécurité. Richard Bouygues, vous suivez ces affaires de sport, de société pour la Fondation Jean Jaurès. Quel est votre point de vue? Si vous en aviez le pouvoir, vous suspendriez, vous interdiriez ce match? Je pense qu'en fait, on va y être obligé. Alors, il faut regretter, un match de foot n'a pas à être instrumentalisé par une décision politique, mais en l'occurrence, le match est instrumentalisé. Il est instrumentalisé d'abord par Erdogan et d'abord par la Turquie. Et aujourd'hui, il faut quand même qu'on le regarde en face, ce scénario. Il dit quoi? Il dit qu'en fait, ce match a une résonance qui n'est plus une résonance sportive, qui est une résonance qui est quasi politique, géopolitique, voire militaire. Elle pose effectivement, je suis pour une fois d'accord avec Éric Ciotti, un problème de maintien de l'ordre et simplement d'ordre public. Comment va se dérouler ce match s'il doit se dérouler? On sait bien par contre qu'après la discussion qu'on vient d'avoir, ce n'est pas le match de foot qui doit être le soin palliatif de l'ensemble des impuissances des puissances occidentales qui, à un moment donné, cumulées, n'ont pas réussi à faire reculer la Turquie. Ce n'est pas un match de foot qui va être déterminant. Par contre, ce match de foot, il est signifiant parce qu'il est instrumentalisé. Et en ce sens, je pense qu'à un moment donné, il faut envisager de l'arrêter, il faut envisager le report. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on fera ça qu'on aura gommé et les impuissances, et les lâchetés, et les abandons qui sont à côté. C'est en plus, mais ça ne doit pas être le substitut à un moment donné de tout ça. Ça me fait un peu peur quand j'entends les réactions, parce que j'ai l'impression qu'on a plus d'idées pour arrêter le match, qu'on a plus d'enthousiasme pour arrêter le match que pour aller arrêter la Turquie et ses troupes, avec celles qui sont coalisées avec elle, sur le terrain en Syrie. Donc,
Attention à ne pas jouer un exercice de com qui est très dangereux et très glissant. Disons que c'est sans doute plus facile. C'est pas le bon terrain. Oui. Mais concrètement, qui peut décider, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps là, qui peut décider de écoutez, la préfecture pourrait très bien dire que les risques qui sont encourus par un trouble à l'ordre public, qui par ailleurs n'est pas complètement vain et fou, hein. Vous avez vous-même rappelé que les matchs de foot dans les enceintes en Turquie étaient souvent très animés, très vibrantes, parfois même très plus que vibrantes, mais quasi militaires à certains moments. Oui, on peut dire que c'est un match qui se présente quand même avec des relents de tension possibles autour du Stade de France. Et on a arrêté pour moins que ça. Hein, les interdictions de déplacement de supporters, les interdictions de stade existent pour beaucoup, beaucoup moins de troubles possibles à l'ordre public et pour des motivations parfois des préfectures qui laissent perplexes. Donc là, on aurait presque un bon argument vrai et tangible. Et dernière question là-dessus, on peut techniquement organiser un match à huis clos, c'est possible pour pas qu'il y ait de danger avec les spectateurs? Oui, il faut voir quel est l'intérêt d'un match, à huis clos. Bien sûr, on peut le faire, mais si près du début, je ne sais pas si le match à huis clos serait une solution. Qu'est-ce à dire? On le joue à huis clos, mais il y a les gens qui sont normalement qui veulent venir, qui viennent, et on a dehors, à l'extérieur, finalement, des problèmes qu'on aura peut-être plus de mal à régler que si les gens étaient rentrés à l'intérieur du stade et dans lequel on peut mieux organiser une sécurité. Et je serais prudent. On change de sujet, on va parler maintenant des Républicains. Après le départ de Laurent Wauquiez, la démission de Laurent Wauquiez, ce mouvement n'avait plus de patron. C'est désormais le cas avec l'élection hier au premier tour avec 62% des voix de Christian Jacob. C'était les militants des Républicains à un jour de cotisation qui pouvaient voter. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Républicains d'avoir à nouveau un patron? On sait que ce parti traverse une passe difficile. Alors, pourquoi est-ce que la droite ne va pas bien? Peut-être parce qu'elle est déjà au pouvoir avec Emmanuel Macron. Ce n'est pas exactement l'avis de Christian Jacob. Il l'a redit ce matin sur France Inter. Le peuple de droite, il existe en France et il n'est pas représenté aujourd'hui par Emmanuel Macron et par la République en marche. Il suffit de regarder d'abord l'incapacité qu'il y a eu à porter des réformes économiques. Si on prend tous les engagements qui étaient ceux d'Emmanuel Macron, de baisser la dépense publique, il l'a augmenté davantage que ne le faisait François Hollande. De baisser la dette, elle n'a cessé d'augmenter depuis qu'il est au pouvoir, alors qu'elle diminue dans les pays voisins. Donc pas de réforme de structure. La droite n'est pas incarnée aujourd'hui. C'est notre responsabilité. Nicolas Lecossin, il est audible à Christian Jacob? J'ai une telle expérience avec les gens de la droite depuis des années que je travaille dans les instituts, que je me méfie à chaque fois. Et j'attends voir les actes. Parce qu'il ne faisait pas mieux, vous voulez dire, en matière de gestion? Les paroles, je suis d'accord, oui, bien sûr. Il n'y a pas de réforme structure, il n'y a pas de baisse des dépenses, il n'y a pas de baisse du nombre de fonctionnaires. Ça, oui, bien sûr, ça, il a raison, mais j'attends voir ce qu'il va faire. Christian Jacob, c'est un ancien, si je peux dire ainsi. Ça fait longtemps qu'on le connaît. C'est pas une tête nouvelle, c'est quelqu'un qui il a fait partie, il était syndicaliste, jeune agriculteur, il ne m'inspire pas beaucoup de confiance pour ce qui est des réformes libérales à faire que nous demandons, que nous souhaitons à l'IREF. Le paradoxe, Pierre Collega, c'est qu'il a aussi été élu parce qu'il a dit « moi, je ne me présenterai jamais à l'élection présidentielle », alors même que peut-être que la droite manque d'un chef. En général, on prend la tête du parti pour avoir la magistrature suprême. C'était la règle jusqu'à présent. Moi,